Bonjour David Chapira, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas eu au micro. Je suis ravie de vous avoir au micro pour Alliance. Merci Claudine, bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs et auditrices. Merci. Et on va parler évidemment de l'actualité technique extrêmement prenante sur Israël. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, notamment les dernières briefings qu'on a pu voir dans l'actualité. Et puis des questions récurrentes, notamment celles qui sont à l'issue des manifestations où on prétend, ou peut-être est-ce vrai, vous allez pouvoir nous le dire, si Netanyahou est véritablement l'obstacle unique à la libération de nos otages. Il faut se rappeler quand même que c'est Sinwar qui décide, ou du moins qui a le dernier mot. Sinwar, donc le chef du Hamas, qui se trouverait peut-être encore caché dans des tunnels de Khan Younes. Donc évidemment, le Hamas, pour l'instant, lui ne bouge pas de ses positions. C'est-à-dire que pour le Hamas, il faut tout d'abord que Tsahal se retire complètement et définitivement de la bande de Gaza, qu'un financement soit trouvé pour reconstruire les habitations détruites de la bande de Gaza et permettre une augmentation significative de l'aide humanitaire, ainsi que le déplacement ou le retour de la population qui se trouve donc à Rafah, dans le nord de Gaza. Ça, c'est les 4 grandes conditions, 4 exigences. Exigences de Yahya Sinwar. Et il est vrai qu'on accuse Netanyahou de ralentir, si vous voulez, ou peut-être de freiner les négociations qui n'aboutissent toujours pas. Parce qu'on a l'impression, c'est une impression, que Netanyahou n'y met pas du cœur, ne donne pas les pleins pouvoirs ou des pouvoirs élargis à cette commission qui est tenue par le chef du Mossad et le chef du Shabak, du service de sécurité Ronen Bar, pour essayer un petit peu de fléchir sur certaines exigences du Hamas. En fait, il faut savoir quand même une chose qui est assez étonnante dans ces négociations, c'est que nous ne négocions pas avec le Hamas. Nous négocions avec les Américains d'un côté et de l'autre côté le Qatar et l'Égypte. Or, nous sommes maintenant le dimanche 7 avril, en fin d'après-midi, et à l'heure où vous m'interviewez, je dis bien à l'heure parce que tout peut changer demain et après-demain, il se trouve qu'il y a des développements, je dirais, assez étonnants qui sont en train de se passer parce que pour la première fois depuis, je dirais, des semaines, on a l'impression justement de s'enliser dans des négociations qui n'aboutissent toujours pas et qui n'ont aucune finalité. Eh bien, on a l'impression là qu'il y a une vague d'optimistes et il semblerait, je dis bien il semblerait, il faut tout mettre au conditionnel, que les prochains jours soient des jours qu'on juge critiques pour la suite des négociations. C'est intéressant parce que tout d'abord, on nous a annoncé officiellement que Tsahal s'était retiré du camp de Khan Younes, qui est un symbole, le symbole où Yahya Sinwar se trouverait peut-être encore à Khan Younes. Je vous rappelle que Khan Younes était le bastion du Hamas. Donc Tsahal se retire de Khan Younes, laisse d'ailleurs dans toute la bande de Gaza une petite unité, enfin une khativa, c'est-à-dire une unité qui comprend plusieurs milliers de soldats, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le nord de la bande de Gaza, Tsahal n'est plus présente. Khan Younes, dans le centre maintenant, elle ne sera plus présente. Et dans le sud, Tsahal n'est pas présent à Rafah. Alors, juste ce que je voulais dire, ce qui est très important, c'est que c'est la première fois où la délégation égyptienne, la délégation qatari, et les Américains et les Israéliens expriment un optimisme, je dirais presque immodéré, c'est-à-dire assez débordant, sur le fait qu'on pourrait arriver à un accord, sachant, il faut le rappeler, que le Qatar n'a pas encore utilisé, je dirais, du tout les moyens qu'elle possède pour faire pression sur le Hamas. Ça qui est terrible, c'est que le Qatar aussi a un rôle à jouer, il ne le joue pas, il joue la carte du Hamas, parce qu'il pourrait prendre des mesures qui pourraient faire pression sur le Hamas, comme par exemple geler les comptes bancaires du Hamas, expulser les dirigeants du Hamas, il ne le fait pas. Pour l'instant, il n'exerce aucune pression sur le Hamas, a priori, je dirais bien, a priori. Dans la situation actuelle, on ne voit pas pourquoi Sinwar, là où il est caché, et il semblerait qu'il n'ait pas encore peur des bruits des mitraillettes, comme nous l'avait annoncé il y a quelques mois le ministre de la Défense, Yoav Gallant, que Sinwar entendait le bruit des tracteurs, des tanks et des mitraillettes. Pour l'instant, s'il l'entend, en tous les cas, ça n'a pas l'air de l'impressionner. Donc, je dis bien, il y a ici une contradiction. A priori, plus le temps s'écoule et plus la situation est défavorable pour Israël. La pression internationale, le désaccord des États-Unis et du reste du monde à la présence au combat de Tsahal dans la bande de Gaza, l'aide humanitaire qui est malmenée et je dirais bien les bénévoles humanitaires. Vous vous rappelez de cet incident là où on a tué par inadvertance 6
6 employés de cette grande organisation. Oui. Et pour l'instant, Yehia Sinwar a tous les intérêts à attendre que la situation se détériore et ne rien faire. Ceci dit, on est aussi à la fin du Ramadan. Le Ramadan, mardi, demain. En fait, mardi, mercredi, jeudi, ce sont les 3 jours de fête qui clôturent le jeûne du Ramadan. Il y a quand même 1,5 million de déplacés dans la bande de Gaza qui font pression sur le Hamas, pour revenir chez eux parce qu'ils sont dans des tentes. Il ne faut pas oublier. Une situation qui est, je dirais, délicate et certains parlent de famine, d'épidémie. En tous les cas, c'est sûr que la situation sanitaire est très mauvaise et donc il y a une pression aussi sur le Hamas. Mais il faut aussi savoir, je dirais ça encore une fois pour clarifier la situation, que le Hamas est toujours présent et politiquement, ce sont eux qui dirigent la bande de Gaza, du nord au sud de la bande de Gaza. Justement, je voudrais revenir quand même sur ce que vous venez de dire, à savoir qu'effectivement, Tsahal est en train de partir, il laisse à peine une petite unité de quelques milliers d'hommes. Qu'est-ce qu'on y gagne si on n'a pas éradiqué le Hamas, si on n'a pas l'assurance d'obtenir nos 136 otages? Qu'est-ce qu'on y gagne de partir en dehors du fait, bien sûr, d'arrêter cette guerre? Mais qu'est-ce qu'on y gagne? On est forcément en danger à nouveau. Ouais, tout d'abord, une petite précision, Claudine. Nous sommes à 133 otages. Parce que nous avons enterré un otage que nous avons déterré dans la bande de Gaza. Exact. Et sur les 133, je voudrais aussi préciser que Tsahal a déjà annoncé, parmi les 133, 36 d'entre eux qui sont déjà décédés. Il faut juste décédés ou assassinés? Décédés, assassinés, qui sont morts. D'accord. Ou ont été assassinés le 7 octobre, ou ont été assassinés lors de leur captivité. Alors, il faut maintenant commencer peut-être à distinguer ce qui étaient des slogans électoraux depuis le début de la guerre de la réalité d'aujourd'hui. Et les slogans électoraux, ce sont les slogans de Binyamin Netanyahou qui disait nous allons détruire le régime du Hamas, nous allons, il parlait de ce qu'on appelle en hébreu Nitzachon Mukhlat, c'est-à-dire une victoire absolue sur le Hamas, et nous allons ramener les otages à la maison. Fort est de constater que nous n'avons pour l'instant obtenu aucun de ces objectifs. Le Hamas n'a pas été démantelé, du moins d'un point de vue politique, il est toujours le dirigeant, mais je vous dirais, Claudine, c'est de notre faute. Nous en sommes entièrement responsable. Car depuis le début, Netanyahou a refusé, et son gouvernement, pour des objectifs électoraux, encore une fois, pour ne pas perdre ni sa base électorale, ni dissoudre sa coalition, a refusé de débattre de la question de savoir qu'est-ce qui se passera le lendemain où on aura démantelé le Hamas, c'est-à-dire commencer à préparer une force internationale avec des pays arabes plus ou moins modérés comme l'Arabie Saoudite, peut-être l'Égypte, la Jordanie, pourquoi pas, etc. etc. Donc nous n'avons pas débattu ou mis sur la table le sujet du lendemain qui remplacera le Hamas. Et donc pour l'instant, comme personne ne remplace le Hamas, et nous ne voulons pas le remplacer, nous ne voulons pas mettre une administration militaire, c'est trop d'hommes, trop d'énergie, et pour l'instant trop de soucis, et c'est dangereux en plus. Donc pour l'instant, c'est encore le Hamas. En ce qui concerne la victoire absolue, eh bien, encore une fois, il faudrait de constater qu'on est encore très loin, puisque malgré les promesses de Netanyahou, nous ne sommes toujours pas à Rafah, où se trouvent encore 4 unités du Hamas armées. Et ils n'ont donc pas été détruites ni touchées. Ni touchées. Et un journaliste a évoqué il y a quelques heures à la télévision israélienne, j'écoutais comme ça d'une oreille, comme quoi un de ses acolytes se trouvait dans le nord de la bande de Gaza. Je dis bien le nord où Tsahal a détruit les infrastructures et s'est retiré. Et il disait, j'ai devant moi, devant ma maison, 2 positions avec des roquettes qui sont déjà pointées sur Israël. On est dans le nord de la bande de Gaza. Après avoir fait après avoir fait tout ce qu'on a fait, détruit tout ce qu'on a détruit. Donc, victoire absolue, pas encore. Et malheureusement, à notre de grande douleur, les otages ne sont pas encore à la maison. Ils sont, à l'heure où je vous parle, encore peut-être loin d'être à la maison. Mais j'espère que le vent d'optimisme qu'on entend ces derniers temps, ces dernières heures, hein, c'est tombé il y a 1 heure, 2 heures, il y a un vent d'optimisme, je dirais, qui change radicalement et dramatiquement de tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Alors on peut espérer que ce ne soit pas justement le fait d'un cessez-le-feu seulement qui pourrait enthousiasmer le monde, mais aussi, on l'espère,
que ce soit aussi le sauvetage, la libération des otages. Alors peut-être que Israël a adopté maintenant une technique qui serait quelque chose qui serait entre la victoire définitive et le démantèlement du Hamas et entre sa présence militaire, je dirais, omniprésente. C'est-à-dire qu'il semblerait aujourd'hui que Tsahal se retire de la bande de Gaza, donc qu'il y a un cessez-le-feu, mais qu'elle se laisse le choix de faire des opérations, je dirais, ciblées, extrêmement ciblées, comme ce fut le cas, vous vous rappelez, de l'hôpital de Shifa, où il y a eu un siège de 2 semaines, où nous avons arrêté 500-600 terroristes, on a tué encore 200 à 300 terroristes. Donc il semblerait que Tsahal se garde, si vous voulez, la possibilité, le choix, sous l'ordre du gouvernement évidemment, d'opérer par, je dirais, des opérations extrêmement ciblées, des opérations ce qu'on appelle chirurgicales, dans la bande de Gaza, et ce qui laisserait la bande de Gaza dans un calme relatif. Et je dois ajouter encore que le gouvernement a accepté maintenant une aide humanitaire aussi importante de ce qu'elle était avant le 7 octobre. 500 camions de l'aide par le port d'Ashdod, ce qui est quelque chose d'absolument incroyable. Le barrage d'Erez qui va probablement rouvrir au nord de la bande de Gaza, pardon. D'ailleurs, j'y étais il y a 2-3 jours et il était fermé. Et de même des parachutages intensifs alimentaires de tous les pays du monde. Je reviens là-dessus, justement. Il y a tellement de camions alimentaires qui sont acheminés vers Gaza, c'est bouché. On n'y arrive pas. Ils n'arrivent pas à destination. Et là aussi, ça pose un problème. Ils ont tellement demandé, on a ouvert les vannes. Oui, mais ça, on va trouver une solution à ce problème. Ce qui est intéressant de constater, c'est quand on se rappelle, et c'est pas si loin que ça, des déclarations comme quoi il n'y aurait pas d'aide alimentaire et pas d'essence, et que d'ailleurs l'eau courante qui venait d'Israël, qui a provisionné une partie de la bande de Gaza, va elle aussi être réouverte. va être aussi redistribuée. Alors, à ce sujet, j'ai entendu 90% de l'eau de Gaza de Gaza, et que nous ne donnons que 10%. Vrai ou faux? Oui, nous donnons un complément de l'eau. Ceci dit, les infrastructures étant ce qu'elles sont, l'eau de Gaza, c'est pas la meilleure eau minérale à boire. J'ai une connaissance qui travaille dans des laboratoires de microbiologie et qui, par hasard, a dû tester des examens médicaux des enfants qui étaient otages, qui étaient revenus de la bande de Gaza. Et cette personne m'a dit, il n'y a pas un test qui était normal, qui n'était pas atteint d'un virus ou d'un autre. Il faut savoir que les conditions, l'eau là-bas est d'une qualité extrêmement médiocre, et que, encore une fois, voilà, il n'y avait pas un examen qui était un examen d'un enfant qui était en bonne santé. C'était au mois de novembre, après oui, mais enfin, quelques dizaines de jours. On a bien compris que tout l'argent qui était acheminé à Gaza n'a jamais servi réellement à aider sa population à bien vivre, mais juste à construire des infrastructures que l'on connaît, telles que les tunnels. Donc on ne peut pas s'étonner d'un tel résultat. Ce qui est triste, en fait, c'est que il y a près d'une semaine, des forces du Fatah, de l'OLP, donc de l'autorité palestinienne, une dizaine de personnes sont rentrées dans la bande de Gaza. C'était des renseignements. Ils ont essayé de prendre contact avec ce qu'on appelle des cheikhs, c'est-à-dire des chefs de tribus, des clans locaux. Et en fait, le Hamas, sous la menace des armes, leur a prié très gentiment de repartir, sinon ça allait... Et ça n'a pas réussi, ça a été un échec. Ça a été un échec. Donc en fait, cette politique de ne pas se soucier de ce qui va se passer, sachant que la guerre est toujours un moyen et pas un objectif en lui-même, mais c'est un moyen pour atteindre un objectif, eh bien, je dois dire que nous sommes encore très loin de gagner cette guerre. Pour l'instant, il me semble que nous trouvons dans un genre de bourbier, no man's land. De bourbier, si vous voulez, de marécage. On n'arrive pas à se dépêtrer pour toutes sortes de raisons, que ce soit la pression américaine, l'aide humanitaire que nous n'avons pas su gérer. Et c'est très triste parce que je ne vois pas une situation où Israël n'obtient pas cette victoire. Israël ne peut pas se permettre de ne pas gagner cette guerre, ou de laisser encore une fois la bande de Gaza aux mains du Hamas sous la peur d'un nouveau 7 octobre, peut-être pas tout de suite, mais le temps que les Hamas se réorganisent. Et nous n'avons toujours pas, évidemment, évoqué ce qui se passe aussi dans le nord du pays. Dans le nord du pays, avec le Hezbollah et la menace imminente de l'Iran qui promet une réponse
assez violente. Alors justement, en parlant de l'Iran, il semblerait qu'elle soit quand même dans une situation assez problématique et que sa réponse sera loin d'être si radicale qu'on peut l'imaginer, par la crainte de devoir se battre et de se confronter aux États-Unis. Et il semblerait justement que l'Iran ne veuille pas, du moins à partir de son territoire, lancer une attaque contre Israël, ce qu'elle peut faire potentiellement, car elle possède des missiles. On est à 1600 km de Téhéran. C'est pas, pour les missiles, c'est tout à fait accessible. Je ne sais pas si vous étiez à Tel Aviv il y a 2-3 jours, mais toutes les applications qui vous donnaient la route, comme Waze ou comme Google Maps, étaient complètement brouillées et nous amenaient à Beyrouth, au Caire ou alors en Lituanie quand on cherchait une rue à 2 km de sa destination. Donc on a craint effectivement les 48 heures après que nous ayons neutralisé, comme on dit dans un beau langage, le responsable des gardiens de la Révolution en Syrie qui s'occupe de l'approvisionnement des armes, etc. etc. Dans ce consulat qui n'est pas un consulat mais un genre d'annexe ou de bâtiment qui était collé au consulat. Quoi qu'il en soit, l'Iran a menacé. L'Iran ne souhaite pas ou ne veut pas, ou peut-être craint-elle d'attaquer directement de son territoire, car les États-Unis menacent aussi. Les États-Unis menacent aussi. Et puis, il y a aussi la menace israélienne. Il y a aussi cette menace israélienne. Donc évidemment, pour l'instant, il n'y a pas d'attaque. Ceci étant dit, puisque nous avons attaqué pour eux ce qui se considère comme un territoire diplomatique, l'Iran a menacé de s'attaquer aux ambassades ou aux représentations diplomatiques israéliennes dans le monde, ce qui a causé la fermeture récente de 28 délégations diplomatiques dans le monde, ambassades et consulats pour l'instant, et on craint effectivement une réponse à l'étranger au sein des ambassades et consulats israéliens qui sont placés. Ok, alors, donc Macal et Maca, mesure pour mesure, on a détruit un bâtiment, on détruira un autre bâtiment, sauf l'avantage que nous sommes... Mida Mida, vous dites, c'est-à-dire une mesure pour une autre mesure. Voilà. Tout à fait. Et en fait, tout ça est lié aussi au Hezbollah qui est un proxy. Oui, bien sûr. Et pour l'instant, encore une fois, la situation est complètement, je dirais, bloquée. Encore une fois, on se trouve dans une situation où on a beaucoup menacé en Israël. Le Hezbollah qui a perdu environ 250 hommes, pour eux, ça les touche, évidemment, mais enfin... c'est pas ça qui les fait partir, c'est pas ça qui les décidera à faire reculer ou battre en retraite les troupes, ce qu'on appelle la force Radouane, les troupes armées du Hezbollah. Et donc, les 100 000 habitants du Nord sont toujours déplacés de leur résidence. Énormément aussi de maisons ont été touchées, à Metula, à Kiryat Shmona. Donc ça, il faudra reconstruire. Et le gouvernement espère que le 1er septembre, les gens du Nord et ceux du Sud aussi pourront reprendre une vie normale, c'est-à-dire que les écoles rouvriront. Pour l'instant, on nous dit qu'on ne peut pas combattre sur deux fronts. Or, je viens de vous dire qu'il y a pratiquement plus de soldats dans la bande de Gaza. Voilà, tout à fait. Donc, dans le but peut-être, effectivement, de renforcer le point du Nord. Alors, ça pourrait être le cas. Certains vous disent que c'est dans le but de se réorganiser pour une opération à Rafah, que Netanyahou promet qu'elle aura lieu déjà depuis quelques semaines comme un slogan électoral. Pour l'instant, je ne vois pas une concentration de troupes dans le Nord. Donc ça aussi, c'est un problème à régler. Et je ne sais pas comment on pourra le régler, si ce n'est pas en pénétrant dans le territoire du Sud-Liban et en nettoyant tout ce qui est à nettoyer. Ça veut dire des caches d'armes, des roquettes, des tunnels aussi qui existent que les Hezbollah a creusés. Tout à fait. Et pour l'instant, ça reste encore toutes les menaces qu'on entend du ministre de la Défense Galante et Netanyahou restent des lettres mortes ou des slogans électoraux qui ne peuvent nous satisfaire. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on parle du Hezbollah, c'est que malheureusement et heureusement, et on va l'expliquer, on ne parle pas du Liban. Alors pourquoi ? Alors on a compris que le Hezbollah, c'est un État dans l'État et que le Liban n'a plus aucun pouvoir. Le Hezbollah, c'est une infrastructure tentaculaire qui a pris tout le pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait se passer si véritablement Israël, Tsahal, rentre dans le Liban, donc pour attaquer et éliminer, du moins, pas tous, puisqu'on n'y croit plus, mais au moins éradiquer les têtes du Hezbollah? Quelle serait la réaction du Liban? Serait-elle du côté d'Israël, oui ou non? Non, le Liban condamnera de façon toute incursion israélienne dans son territoire qu'elle considère comme souveraine et autonome, même si elle n'a aucune autorité, comme vous le dites, sur le territoire que le Hezbollah possède, c'est-à-dire le Sud-Liban. Donc nous serons condamnés de façon par toutes les instances internationales, y compris les pays les plus éclairés et développés.
Mais ce qui va se passer, c'est qu'en Israël, nous recevrons une pluie de roquettes avec une menace qui touchera nos infrastructures, notamment les centrales électriques. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui m'écoutent, et j'espère que ces conseils seront des conseils qui ne valent rien, dont on ne se servira pas, mais de se munir en Israël d'eau minérale, de papier toilette, de boîtes de conserve maïs, thon et maïs, parce que ça se conserve bien. Et un peu un générateur peut-être un peu de liquide. Je ne sais pas si tout le monde peut s'acheter un générateur ou s'il y a vraiment besoin. Cher, peut-être avec des lampes torches avec des piles, bien sûr. Des piles qui durent. Et d'avoir un peu de liquide sur soi, car les distributeurs à la banque de billets ne marcheront plus. Donc ça c'est ce que je recommande. Et j'espère que cette recommandation ne servira à rien et qu'elle est alarmiste. Mais pour l'instant, au moins avoir de l'eau minérale et quelques boîtes de conserve, papier toilette et un peu de liquide, c'est un peu d'argent en liquide, ça servira toujours. Maximum, après vous le remettrez à la banque. Voilà, vous utiliserez cet argent pour aller faire des courses et vous boirez l'eau minérale que vous avez achetée. Bon, alors finalement, on est dans une conjoncture, une situation qui est quand même paradoxale. D'un côté, on voit l'armée israélienne qui quitte donc Gaza. Mais qui ne se réorganise pas dans la bande dans le nord d'Israël, c'est ça. On ne voit pas maintenant une préparation Tout à fait. à rentrer. Alors qu'il faudra, très probablement, si le Hezbollah ne se retire pas, je dis ses forces armées, ne se retire pas du territoire jusqu'au Litanie, territoire libanais au sud du Liban, jusqu'à environ 30 km, on ne voit pas comment la situation va se débloquer. Et elle ne se débloque pas. Et ce que je voulais dire peut-être pour conclure cette interview, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'étrange. Je suis historien, je connais bien les guerres d'Israël. En 1948, nous n'avions quasiment pas d'armée. Nous avons des munitions, des armes, nous avions quelques jeeps. Nous n'avions pas ni d'artillerie puissante, nous n'avions pas d'aviation, nous avions à peine quelques tanks. Enfin, c'était la catastrophe. Nous avons combattu sur 4 fronts différents, plus les Irakiens qui nous avaient attaqués avec les Égyptiens. Donc nous devions défendre 4 fronts. En 67, le pays n'avait que 19 ans, ce n'était pas un pays non plus super armé et extrêmement puissant. Nous avons dû combattre sur 3 fronts, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Aujourd'hui, nous sommes 75 ans après, nous sommes une superpuissance, nous avons une armée formidable et nous devrions être invincibles. Et sur 2 fronts, nous ne sommes pas capables de mener la guerre sur 2 fronts contre des milices terroristes qui ont des pick-up, certes des missiles, mais qui ont des pick-up et qui n'ont pas de tanks. Et là, je me demande, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je pense qu'il y a un début de réponse. Nous avons évolué, eux aussi ont évolué, leur technique n'est plus la même qu'avant. Il suffisait de voir la parade. Il y a eu lieu le 5 octobre. Claudine Douillet. Oui. Est-ce que le Hezbollah et le Hamas possèdent des tanks ? Oui ou non ? Non. Est-ce qu'ils possèdent une armée de l'air ? Non. Oui. Est-ce qu'ils possèdent même une armée maritime ? Non, des hommes grenouilles. C'est pas une armée, c'est pas une armée maritime. Effectivement, non. Est-ce qu'ils, alors, ils possèdent... Vous avez raison. Voilà. Est-ce qu'ils possèdent le dôme de fer et tout ce que nous possédons pour arrêter les missiles ? Non. Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à mettre à genoux des milices qui, certes, ont des missiles qui peuvent causer énormément de dommages en vie humaine et en matériel, mais comment se fait-il que nous soyons si dépendants pour les munitions de l'aide américaine, si dépendants ? Oui, c'est vrai. Comment se fait-il que nous n'ayons pas des réserves pour plusieurs mois de guerre ? Comment se fait-il que nous ne puissions pas capables en 2024, c'est-à-dire 75 ans après, de mener une guerre sur 2 fronts qui ne sont pas Vous avez une idée ? C'est une question que je pose aux auditeurs, peut-être qu'ils nous auront la réponse. Très bien, alors on espère qu'ils vont y répondre. En tout cas, ça m'interpelle et ça m'empêche de dormir la nuit. J'espère que nous aurons des réponses, des débuts de réponses et avec de bonnes nouvelles aussi. Je vous remercie beaucoup, David Shapira. À moins, et peut-être qu'on terminera là-dessus, certaines personnes ont peut-être intérêt à ce que la guerre ne se finisse pas et dure longtemps. Bien, nous resterons sur cette éventualité et je vous remercie infiniment et j'espère que nous vous retrouvons très vite sur notre radio avec Alliance. Merci Claudine et bientôt. Shalom.